Il y a bientôt 3 ans de cela, l'un des tout premiers Curiocéans à apparaître sur la chaîne s'intitulait dramatiquement l'Apocalypse méditerranéenne. Celui-ci avait pour but de vous faire découvrir la Caulerpa taxifolia, une algue entrée en Méditerranée par accident et ayant tranquillement envahi la plupart des côtes françaises. Et cette Caulerpa, elle a vraiment fait de gros dégâts, en mettant en danger les herbiers de Posidonie, essentiels à énormément d'espèces marines dans le coin. Mais presque aussi rapidement qu'elle fut arrivée, eh bien celle-ci finit par disparaître mystérieusement. Et tant mieux, parce qu'on est vraiment passé à ça de la catastrophe, contre laquelle, il faut le dire, on n'avait pas réussi à faire grand-chose. Aujourd'hui, la vie suit son cours et la plupart des dégâts occasionnés à l'époque sont de l'histoire ancienne. Sauf qu'il existe une autre espèce qui peut prétendre à la destruction de la Méditerranée, et le souci, c'est qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. Aujourd'hui, on va donc parler de ce qu'on appelle une espèce invasive. C'est pas la première fois que je vais vous en présenter sur la chaîne, mais vu que ces bestioles c'est un petit peu mon dada, et bah je suis grave content de faire cette vidéo. Mais déjà, avant de commencer, on va brièvement rappeler ce que sont ces organismes qui généralement nous causent pas mal de soucis. Il s'agit tout simplement d'un animal ou d'une plante qui va être transporté dans une zone hors de son habitat naturel et dans laquelle il va proliférer comme jamais. Et dans le milieu marin, c'est malheureusement quelque chose d'assez courant. Parce que le plus grand vecteur de diffusion de ces organismes, eh bien c'est tout simplement les bateaux. Que cela soit en se fixant à leur coque ou encore en entrant dans ce qu'on appelle les eaux de ballast, il est aujourd'hui extrêmement facile pour un très grand nombre d'espèces de faire littéralement le tour du monde en jouant les passagers clandestins. Et ça concerne vraiment tout autant les navires commerciaux que les yaks ou encore les bateaux de plaisance. Sauf qu'en Méditerranée, eh ben on a pas mal de trafic maritime, surtout au niveau du tourisme, ce qui va donc déjà favoriser l'introduction de nouveaux animaux. Mais en plus, au 19e siècle, il y a un groupe de mecs qui s'est dit « Et si on n'allait pas creuser un énorme trou vers une mer complètement différente ?» Ainsi naquit le canal de Suez. Alors ce canal, il relie depuis plus d'un siècle la mer Rouge et la mer Méditerranée. Et même s'il est très apprécié économiquement, il fait aujourd'hui très peur à de nombreux scientifiques. D'ailleurs, en réalité, il a commencé à inquiéter bien avant sa construction. Puisqu'en 1865, soit 4 ans avant la création du canal, le scientifique Louis Vaillant était d'ores et déjà persuadé que ce projet allait causer des problèmes. Et tu m'étonnes. Parce que clairement, créer un passage aussi important entre deux mers totalement différentes, ça va forcément causer des échanges d'espèces. Et là, on parle pas d'un échange sympathique où ça va être vas-y, moi je veux ça et je te donne ça. Là, on est plutôt sur un bonjour, je viens m'installer ici parce que j'y arrive, et vu qu'il n'y a aucun prédateur pour m'empêcher de faire ce que je veux, eh ben je vais aller piétiner tout le monde. C'est honteux! Et pour le coup, ça n'a pas loupé. On les appelle les migrations lessepsiennes, qui correspondent donc à l'installation d'espèces de la mer Rouge dans la Méditerranée. Pourquoi lessepsienne? Eh bien tout simplement parce que l'un des architectes du canal, il s'appelait Ferdinand Lesseps. Aujourd'hui, on a vraiment une idée assez floue du nombre d'espèces totales qui se sont enfuies en Méditerranée, mais on en a d'ores et déjà comptabilisé plus de 500 différentes depuis la création du canal. Alors après, pas de panique, parce que 500 nouvelles espèces en Méditerranée, ça ne veut pas obligatoirement dire 500 nouvelles espèces invasives aux conséquences catastrophiques. La plupart ne sont que des espèces dites introduites, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien à faire ici, mais qu'elles ne sont pas si dérangeantes que ça pour l'environnement, tout du moins pour l'instant. Car si elles commencent à trop proliférer, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va les faire passer de la catégorie organisme introduit à organisme invasif. D'ailleurs, si cette invasion elle est tellement abusée qu'elle commence à engendrer de lourdes pertes économiques et écologiques, on peut même finir par classer cette espèce dans la catégorie des pestes. Et justement, une nouvelle peste en Méditerranée, il pourrait bien y en avoir une qui se prépare en ce moment même à cause d'un poisson que vous avez sûrement déjà vu en aquarium. On les appelle les rascasses volantes, les poissons lions, les poissons scorpions ou encore les poissons du diable. Autant vous dire que ça annonce déjà un peu la couleur, et ces poissons, ils sont très souvent assez emblématiques des mers tropicales. Sous ce nom de poisson lion se cachent en réalité plusieurs espèces dont on va parler aujourd'hui et qui possèdent tout un point commun. Elles peuvent détruire la vie marine avec une facilité déconcertante. Et c'est précisément ce qu'elles ont été faire dans les Caraïbes, où ça a été vraiment une catastrophe écologique. J'aurais adoré vous montrer tout ça directement sur place, mais malheureusement, j'ai pas encore la YouTube monnaie pour vous amener dans les Caraïbes. Et c'est bête quand même. Si seulement il y avait un autre vidéaste qui parle de la vie marine sur YouTube, et puis qui pourrait être directement là-bas pour nous parler un petit peu des poissons lions. Et si je te disais, Malva, que tu connais quelqu'un qui tue des lionfish assez régulièrement
Bon, que je t'explique. Là, on est à Seba Island, là où je travaille. Et ça tombe bien pour toi, parce qu'en fait, toutes les semaines, on sort avec des pics et on va planter, tiens, des petits lionfish innocents. Et donc, je vais te montrer ça. Je sens que... Bienvenue aux Caraïbes Melvac, et plus précisément sur l'île de Saba dans les Caraïbes néerlandaises. Alors permets-moi de me présenter, moi c'est Argonaut, de la chaîne Argonaut Plongée, et je suis très content de pouvoir être dans ta vidéo. Alors du coup je vais en profiter pour vous montrer un peu les fonds marins qu'il y avait aux Caraïbes, car j'ai travaillé là-bas. Et le danger qui plane sur la Méditerranée, malheureusement, nous on l'a bien connu aux Caraïbes. Alors les lionfish, à l'origine, ils n'ont rien à faire dans cette région du globe. Ils sont venus en fait de Floride aux États-Unis. Mais c'est un poisson très très commun en Indonésie. Ça par exemple sont des images qui viennent de Bali. Et il y a deux théories quant à leur apparition. Ou bien c'est le terrible ouragan Andrew qui est venu frapper le sol américain en 1992, ce qui est plutôt stylé. Ou bien c'est le petit Kevin qui a relâché les poissons d'aquarium de son papa dans l'océan. Petit con. Et entre nous, je préfère quand même la version avec l'ouragan qui détruit un aquarium, permettant à des lionfish de s'échapper pour tenter de conquérir le monde. Alors à l'époque, pas de panique, tout le monde se disait que ce poisson tropical ne tiendrait pas l'hiver. Les scientifiques étaient unanimes, il n'y a absolument aucune chance que ce poisson survive. Voilà. Forcément, 10 ans après, eh bien, elle avait colonisé tout le golfe du Mexique, de la Floride jusqu'à l'Amérique latine, en passant évidemment par les Caraïbes. Et il a eu un impact dramatique sur tout l'écosystème, car son empathie insatiable le transforme en petit ogre qui dévore tout ce qui passe à sa portée. Cela va donc créer un trou dans l'écosystème et les populations peinent alors à se renouveler, entraînant une baisse générale de la biodiversité et cela va affaiblir toutes les populations du récif. En fin de chaîne, même les gros prédateurs comme les mérous ou les requins peuvent se retrouver impactés par le manque de nourriture. Et le pire, c'est qu'ici, le lionfish n'a aucun prédateur. Non, c'est une vraie petite... Merci beaucoup Kevin pour ces images, et comme il vient de vous le dire, effectivement, le poisson-lion dans les Caraïbes, il a fait énormément de dégâts, et cela pour plusieurs raisons. Déjà, comme beaucoup d'autres espèces invasives, ces animaux, ils possèdent des genres de super pouvoirs du vivant qui peuvent expliquer pourquoi ils vont prendre le dessus sur tous les autres. Et clairement, là, le poisson-lion, il cumule un max. Il est capable de se reproduire très tôt et très rapidement, il possède un venin très puissant lui conférant une protection contre pas mal de prédateurs, et en plus c'est une espèce généraliste. C'est-à-dire qu'il va réussir à manger une large gamme d'espèces, et donc réussir à se nourrir quoi qu'il arrive. Alimentation, reproduction, venin, notre poisson est donc spécialisé dans de nombreux domaines qui vont en faire un super poisson capable d'envahir de très larges zones. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, cet animal c'est vraiment un véritable petit ogre qui va littéralement dévorer tout ce qui se trouve sur son passage. Certaines études ont notamment montré que l'introduction du poisson-lion dans les Caraïbes, eh bien cela avait fait énormément chuter les populations de poissons dont il peut se nourrir, et cela en seulement 2 ans. Là on parle de 42 espèces différentes, donc ça fait un sacré paquet de poissons consommés. Et cette perte, elle peut donc engendrer de graves répercussions écologiques et économiques. Du coup c'est très souvent à ce moment-là que le capitalisme va s'écrier « Oh mon dieu, il faut sauver la très belle nature !» Sauf que réussir à gérer un poisson venimeux en aussi grande quantité, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple à faire. Il faut trouver par exemple des solutions qui ne coûtent pas trop cher pour qu'on puisse les faire régulièrement, et surtout des solutions qui n'aggravent pas encore plus le problème. Parce qu'au cours de l'histoire, il y a eu des fois où l'homme s'est dit, bah vu qu'il avait fait entrer un organisme par accident, et bah la solution c'était de faire la même chose une deuxième fois, avec un autre qui allait manger le premier. Ce qui dans la plupart des cas n'a fait qu'apporter un fléau supplémentaire dans l'environnement, sans que ça règle quoi que ce soit. En bref, pour gérer une situation aussi épineuse, eh bien il faut y aller vraiment pas à pas, bien réfléchir et surtout faire un petit peu avec les moyens du bord. Et les moyens du bord à Saba, ce n'est pas ce qu'il manque. Car il existe ici un lieu secret tenu par John, un vieil artisan local, ressource de sagesse éclairée pour tous les jeunes en quête de savoir. Et aujourd'hui, le vénérable John enseigne à Max comment construire des trucs pour tuer d'autres trucs. Bah oui aussi, mais tu t'attendais à quoi? Parce que Max, lui, il est américain. Sa lance, ça va aussi lui servir à choper la chèvre qui a bouffé ses melons. Et le mieux dans l'histoire, c'est que non seulement Max, il l'a construite sa lance, mais il est parti l'essayer.
Really, it's rock solid on there. I feel really good about this one. Donc si tu veux voir si Max arrive à booter des lionfish avec une lance en bois faite maison, eh bien c'est sur ma chaîne que ça se passe, Argonaut Plongée. Le lien est dans la description. Car avec Melvac, j'aimerais te montrer la bonne façon de réguler les lionfish. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. Et désolé Max, c'est pas pour cette fois. Ouais, je sais. Mais on se revoit sur ma chaîne. Alors du coup, voici le Lady Rebecca, et on va suivre son capitaine, Jelle van der Velde, le Marine Park Ranger de Saba. Il fait partie de l'équipe de conservation de Saba, qui est super active ici, et j'avais le plaisir de plonger avec eux lors de leur régulation mensuelle de lionfish. Alors comme tu le vois, Jelle utilise un harpon à 3 branches, et c'est bien plus efficace que les lances de gros bourrins. En journée, le lionfish se cache généralement à l'ombre dans des alcôves de corail. Jelle en a repéré un. Là, tu vois, Jelle utilise un élastique pour propulser son harpon. C'est une technique, mais ça n'est pas indispensable. D'ailleurs, il se pète souvent l'élastique. En théorie, c'est assez simple de chasser le lionfish, car n'ayant pas de prédateur, il laisse la lance s'approcher très près. Enfin, en théorie. Bon. Bah oui, Melvac, c'est pas une science exacte non plus, on n'est pas une vache près. Et pas de panique, Jelle est un professionnel, et Jelle va juste devoir trouver une nouvelle proie. Parce qu'il est très difficile d'avoir un lionfish du second coup, donc surtout ne t'entête pas et va en trouver un autre si tu rates. Tiens, bah justement, on dirait que Jelle a trouvé quelque chose. Il est bien plus simple d'attraper un lionfish caché, car tu pourras le harponner contre une paroi ou contre le sable. Tu le vois, il est juste là. Tiens, on va t'appeler Bernadette. Bon, on peut dire que Bernadette a passé une sale journée du coup. Pense bien à appuyer suffisamment fort pour que l'animal soit bloqué dans les broches de ton harpon. Ensuite, Jelle va rapidement mettre le lionfish dans un conteneur en PVC. À ce moment-là, il faut faire très attention aux éventuels requins. C'est un moment critique et c'est pour ça que nous sommes plusieurs autour de Jelle. Une fois dans le conteneur, le lionfish ne représente plus aucun danger. Et évidemment, il est déconseillé d'utiliser des sacs filets ou en tissu, car même mort, le poisson reste venimeux. Mais bon, il est aussi déconseillé d'utiliser des lances en bois, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en connais un qui galère un peu là. Pour finir, attache ton conteneur en PVC à une ligne, afin de le garder à une distance de plusieurs mètres de toi, au cas où les requins viendraient pointer le bout de leur nez. Et en plus, ça te donne un petit style là, à promener ton poisson sur le récif. Alors, je sais que je prends ça un peu sur le ton de la rigolade, et c'est parce qu'avec les copains, on a l'habitude. Mais c'est une activité très risquée, et il ne faut surtout pas la sous-estimer car les accidents arrivent très souvent. Donc, si vous n'avez pas d'expérience ou pas d'entraînement, je vous déconseille fortement de réguler des lionfish. Bon, d'une façon générale, je vous déconseille fortement de réguler quoi que ce soit, car entre son venin et les requins, ce genre d'expédition peut rapidement tourner au vinaigre. Bon, pour lui, le vinaigre, ça va surtout être avec une petite salade d'accompagnement pour ce soir. Bah tiens, quand on parle d'éventuels problèmes, justement, on a de la visite. Du coup, Melvac, je crois qu'il va être temps de sortir de l'eau. Et je te laisse continuer la vidéo, hein. Voilà. Couchez, Kiki, couchez. Alors là, Kevin, il vient de vous montrer quelque chose de super intéressant à laquelle on ne pense pas forcément quand on veut réguler des espèces, c'est tout simplement de faire attention aux personnes qui font le job. Parce que quand on va avoir du poison dans la balance, et aussi potentiellement différents grands prédateurs qui vont venir juste à côté de vous pour se nourrir, et bah niveau sécurité, ça change un peu la donne. Alors, avec tout ce qu'on vous a montré depuis le début, je pense que vous avez maintenant compris que ce poisson, il peut s'avérer extrêmement problématique et que les Caraïbes, elles ont pris très cher. Sauf que, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le canal de Suez? Vous savez, cette toute petite histoire-là, de rien du tout, concernant des espèces de la mer Rouge qui se seraient enfuies en Méditerranée. Eh bien, devinez ce qu'il y a dans la mer Rouge? Eh bah, des poissons-lions. Alors, on ne sait pas exactement depuis quand ils essayent de rentrer en douce dans la Méditerranée, mais c'est quelque chose qui a l'air d'être assez récent, car c'est en 1991 qu'on en vit pour la première fois au large des côtes d'Israël. Après, eh ben on n'en a pas vu pendant plus de 20 ans, avant qu'on se rende compte en 2012 qu'il y en avait aussi visiblement près des côtes libanaises. Par la suite, on en a retrouvé à Chypre, en Turquie, et même en Tunisie en 2015 et en Italie en 2016. Donc clairement, ce poisson, il a l'air d'avancer petit à petit dans toute la partie est de la Méditerranée et à bien s'installer dans certaines zones. À Chypre notamment, où le premier spécimen a été observé en 2012, et bien dès 2018, on pouvait dorénavant observer certains récifs avec plus de 70 poissons-lions nageant en toute
toute liberté. Il y a même un grand programme européen qui a été lancé là-bas pour contrer cette invasion en incitant les pêcheurs locaux et les restaurants à servir plus de poissons-lions pour le déjeuner. C'est une idée qui est loin d'être bête, car utiliser notre mode de consommation qui peut être assez outrancier pour justement s'occuper d'une espèce qui se développe à outrance, eh bien ça peut aider à réguler un petit peu les choses. Alors du coup, la Méditerranée va-t-elle finir décimée par cet animal vorace? Eh bien c'est une question à laquelle il est méga super compliqué de répondre. Car il existe aujourd'hui différents indicateurs de cette invasion en Méditerranée et qui peuvent soit nous faire très peur, soit se montrer assez rassurants. Il y a notamment divers articles scientifiques qui ont réalisé des modélisations de la diffusion du poisson-lion en Méditerranée et qui laisseraient sous-entendre que l'invasion serait beaucoup moins facile qu'elle ne l'a été par exemple aux Caraïbes. La modélisation, ça peut être plusieurs choses, mais notamment une sorte de simulation dans un ordinateur du monde qui vous entoure. Ouais, alors on est un peu moins fun quand même. L'idée, ça va être de donner à l'ordinateur différents paramètres, comme le sens des courants, la température de l'eau, le nombre de poissons, ou encore leur capacité à se reproduire, et avec tout ça, faire tourner différentes simulations de mer virtuelle pour savoir si la probabilité qu'ils envahissent une large zone est importante ou non. Ça nous permet tout simplement de faire des sortes de petites prévisions de ce qui pourrait se passer dans la nature, en utilisant tout simplement les connaissances qu'on a déjà sur ces animaux. Les résultats de ces simulations ont alors montré que les courants atlantiques qui traversent les Caraïbes, eh bien ils auraient permis de diffuser les larves de notre animal problématique d'une manière monstrueusement efficace, là où en Méditerranée, celle-ci aurait un peu plus de mal à être dispersée dans tous les sens. Du coup, certains articles se montrent assez rassurants en suggérant que cette invasion ne serait pas aussi catastrophique et fulgurante que prévu, là où d'autres travaux font le constat inquiétant du nombre de poissons-lions dans certaines zones en tirant la sonnette d'alarme. En bref, tout ça c'est un peu flou et c'est tout à fait normal, car obtenir des données fiables et en quantité suffisante pour mieux comprendre cette invasion, eh bien c'est quelque chose de super compliqué à faire. Notamment parce que le canal de Suez et ses environs, ce n'est pas forcément des zones très politiquement simples, donc pour y aller régulièrement et faire des études internationales, c'est plutôt complexe. Mais aussi parce qu'avec le réchauffement climatique, eh bien la Méditerranée risque de subir diverses modifications qui vont certainement changer un petit peu les règles du jeu. Il y a notamment pas mal de scientifiques qui craignent que cette mer ne finisse par se tropicaliser. Car avec l'augmentation des températures, eh bien la Méditerranée, elle pourrait se réchauffer, ce qui pourrait alors faciliter encore plus l'arrivée des poissons-lions près de chez nous, accompagné d'un sacré paquet d'autres espèces tropicales. Ce qui peut être sympa pour les yeux, hein, mais niveau poison et écologie, et bah si ça arrive, ça va être sûrement un bordel monstrueux. Donc le gros problème, c'est que cette invasion de notre petite mer du Sud, c'est déjà assez compliqué d'en avoir une image globale et précise, mais en plus, la situation, elle risque d'évoluer grandement dans les prochaines décennies. Mais bon, on a quand même de courageuses équipes scientifiques qui s'efforcent de comprendre la réalité de la situation. Et puis on a aussi sous le coude différents travaux qui se sont intéressés au processus d'invasion du poisson-lion, mais qui n'ont pas forcément été faits en Méditerranée, mais plutôt aux Caraïbes. Et manque de chance, les travaux aux Caraïbes sont eux aussi très hétéroclites, car il n'y a pas d'entité qui regroupe toutes les études. Mais en ce qui me concerne, j'aurais tendance à être optimiste. Car depuis quelques années, mes collègues ont remarqué une stabilisation des populations de lionfish. Et là, je parle d'observations de terrain venant de personnes plongeant tous les jours ici depuis 10 ans. Mais entendons-nous bien, cela n'engage que moi et ce sont des bruits de couloir venant de copains. Mais j'aurais quand même tendance à tirer deux hypothèses de ces petites observations. Soit leur population a souffert de la faim et leur démographie s'est adaptée à la baisse, ce qui au moins a le mérite de stopper leur croissance exponentielle, soit, et c'est bien plus intéressant, quelque chose a commencé à les réguler naturellement, comme un prédateur ou une maladie, ce qui pour le coup est vraiment une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, au moment où nous tournons cette vidéo, il semblerait que justement une maladie de peau commence à tuer les lionfish au Mexique. Comme tu le vois sur ces images, quelque chose crée des lésions cutanées sur les rascasses volantes. Et vu qu'ils ont un patrimoine génétique peu diversifié, on peut espérer que cette maladie se répande dans toutes les Caraïbes et règle naturellement le problème. Et moi, c'est sur cette note positive que j'aimerais finir, car j'ai toujours aimé à penser que lorsqu'on lui laisse le temps, la nature trouve toujours un équilibre. Et bon, vous pouvez me croire, je préfère largement admirer ce poisson plutôt que de le chasser, car il est quand même vachement joli, hein, même s'il bouffe tout. Petit.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça a été vraiment un gros projet, on espère vous avoir appris plein de choses différentes. Si j'avais un seul regret, c'est tout simplement de ne pas pouvoir avoir discuté directement avec Argonautes Plongée, puisque celui-ci est toujours dans les Caraïbes. Ah mais Melvac, j'aurais bien aimé être avec toi aussi. Malheureusement, ma vie d'aventurier intrépide ne me permet pas d'avoir un quotidien normal. Et je dois rester seul dans ces îles paradisiaques pour filmer, au péril de ma vie, toutes ces images incroyables. C'est comme ça, c'est mon mode de vie, hein, tu vois, quand tu veux avoir une vie de rêve avec des bikinis, des îles et des dauphins, eh bien parfois tu es bloqué sur des îles. C'est un peu mon destin... Non mais là je suis dans le cadre là. Non. Non, je suis dans le cadre. Non. Alors effectivement, on vous a menti, on a réussi à se rencontrer dans la vraie vie, Argonautes a réussi à se libérer pour venir jusqu'à chez moi, et ça fait quand même super plaisir parce que on est sur quelqu'un qui fait un travail de qualité, qui n'a que 1500 abonnés sur sa chaîne YouTube, alors qu'il en mériterait 100 000 fois plus. Donc là tout de suite, là je passe mon coup de gueule, mais vous allez aller vous abonner directement. Et moi je voudrais en profiter pour remercier Melvac de m'avoir invité dans sa vidéo, et puis pour remercier Melvac d'une façon générale pour tout son travail, parce que c'est un peu grâce à lui là si j'ai commencé à faire des vidéos. Je fonds. Parce que quand j'étais en Australie, je regardais ses vidéos en me disant oh, ce serait quand même bien si je pouvais filmer ça moi-même. Et c'est comme ça que j'ai créé Argonautes Plongée, grâce au lui qui est tombé là. Donc j'en profitais pour vous présenter un petit peu ma chaîne et mon travail. Donc c'est Argonautes Plongée, c'est une chaîne qui parle de plongée et de vie sous-marine. Et du coup, sur cette chaîne, j'essaie de partager avec vous des images du monde marin. J'essaye en fait de vous montrer le quotidien de plongeur à travers mes vlogs, la réalité du terrain à travers mes formats Argonautes Pro et le matériel, et surtout j'essaie de vous montrer des poissons et de la vie marine. Et ça, c'est à travers mes documentaires. Et donc dans cette partie documentaire, j'essaie de développer un petit peu plus un sujet. Ça peut être des poissons, des études scientifiques ou même la construction d'un récif artificiel. Il y a plein de sujets et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je pense qu'avec Melvac, on est d'accord pour dire que l'océan manque un petit peu de visibilité. Donc venez jeter un coup d'œil. Hein. Non, parce que sans déconner, dans le YouTube français, on est quoi? On est 3-4 et pas avec une énorme visibilité, hein, même si sur ma chaîne vous êtes presque 60 000. Donc si vous avez envie aussi de raconter des choses sur l'océan et de faire un petit peu grandir cette communauté de vulgarisateurs marins, mais lancez-vous. Hein. En vrai, on attend que ça. Hein. Parce que c'est quand même bien mieux que l'espace, en fait. Ah y a pas à chier, hein. Puis dans l'espace, ils sont un peu nombreux, donc allez, on recrute, on a besoin de vous là. On vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui à mon avis était un assez gros morceau. Sur ce, on se dit au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.